Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Flora Bamson, qui est la chairman de Maison Poussin. Flora, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Flora. Donc, comme l'a dit Guy, je suis la créatrice de Maison Poussin, qui est une marque de maroquinerie fait 100% en France et inspirée par le métissage des cultures, par l'élégance française et par les couleurs de l'Afrique subsaharienne. Alors, ce qu'on a envie de te demander en premier, Flora, pourquoi des influences de l'Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui t'a inspiré cela? Alors, tout simplement parce que je suis franco-togolaise donc pour moi, c'était très important de, en créant, pouvoir m'exprimer, exprimer ma double culture, exprimer mes inspirations, ce qui m'entoure dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà, les couleurs, les formes géométriques, c'est très important pour moi. Et voilà. Effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu ton travail, ce qui attire en premier l'attention, au-delà des couleurs qui donnent un ton subsaharien, c'est beaucoup plus les formes très, très, j'ai pas envie de dire, des couleurs géométriques qui sont, c'est pas, Mhm. c'est des carrés, des octogones, parfois peut-être Des tu peux m'expliquer, trapèzes, c'est des des vagues, trapèzes, ouais, bien sûr. ça vient de quoi? C'est Alors, du coup, chez Maison Poussin, pour la première collection, il y a 3 modèles. Donc, il y a un tout petit modèle nano avec des vagues. Donc, pour ces vagues, en fait, je me suis inspirée clairement du coup de tout ce qui pouvait être dans les dunes du Sahara, mais aussi des courbes, des courbes des femmes, vraiment, parce que pour moi, je trouve ça très beau. Du coup, ça a un côté assez romantique et assez exotique pour ces vagues. Ensuite, il y a un deuxième modèle du coup, avec des trapèzes. Et là, je me suis clairement inspirée des géométries qu'on peut trouver dans les tissus en wax que portent les femmes en Afrique subsaharienne. Voilà d'où tout est parti. Et est-ce qu'il y a une part d'influence parce que je sais que tu as un côté très, très analytique, ingénieur. On va justement parler de ça, de ton parcours aussi. Est-ce qu'il y a ce genre, est-ce qu'il y a peut-être des influences qui viennent de là, des inspirations par rapport à ton parcours scolaire? Oui, 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 bien sûr. Alors, effectivement, de mon côté assez scientifique et ingénieur de formation, évidemment, j'aime les choses quand elles sont droites, elles sont bien faites, elles sont géométriques. Symétrique. Donc, Bon, ben là, ben forcément, il y parfois, a une influence. parfois, c'est parfois asymétrique, vu que nous, en général, Voilà, chez nous, c'est parce que j'ai aussi ce parcours de scientifique. On aime bien quand c'est bien sûr. symétrique, on aime bien trouver le juste milieu, on aime bien. Oui, mais parfois la symétrie, ça a un côté fun. Ah, top. Donc, pour revenir justement sur ton parcours, tu as dit que tu es franco-togolaise et du coup, ta maman, tu étais de Paris, c'était de quelle région de France? Alors, moi, je suis de Lille. Donc, Ah, Lille. je suis née à Lille, j'ai grandi à Lille. C'est vraiment ma région, le Nord. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait une classe préparatoire scientifique, donc pas du tout des études de mode. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et voilà, là, en dernière année d'école, j'ai décidé de créer ma marque de maroquinerie, ce qui n'a pas du tout à voir avec mes études, mais voilà, c'était juste un désir de créer et d'exprimer ma personnalité. Mais d'où est venue l'idée, en fait, vu que par rapport à ce parcours, c'est pas forcément ce qu'on attend. On te voit plus genre en conseil ou je veux dire, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est peut-être des personnes de ta famille Alors, qui sont déjà dans le domaine? il y a plusieurs points, je pense. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai toujours grandi dans un univers où mes parents étaient passionnés de design. Donc, il y a toujours eu des couleurs, il y a toujours eu des pièces de design chez moi. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée dans mon enfance. Ensuite, j'ai réalisé un stage auprès d'une femme qui avait créé sa marque de chapeaux. Et je me suis dit tout simplement, mais en fait, c'est top de faire ça. Et Mhm. pourquoi pas moi? Et c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas être ingénieure, et c'est pas parce que je suis ingénieure que je peux pas faire de la mode. Donc voilà comment c'est parti simplement. Voilà. Et il n'y avait pas ce blocage-là par rapport à ce que... bon, j'imagine là, ça va quand même. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup plus de jugements. Il y en a encore aujourd'hui, hein, mais de moins en moins du fait que ben, tu as fait
as un parcours d'ingénieur, tu dois aller dans une grosse boîte de conseil, on s'attend à ce que tu ailles, je sais pas, que ce soit chez Capgemini ou chez Mmh. McKinsey, mais pas forcément que tu ailles entreprendre. En plus, il y a un truc, tu Oui, vas recommencer de zéro, sans oui. financement, sans expérience. Est-ce qu'il n'y avait pas tu avais pas Dis ce blocage-là des jugements externes? alors c'est vrai que c'est pas facile. Parfois à l'intérieur même, au sein de la famille, parfois ça commence parfois à l'intérieur et en plus tu dois subir non seulement ce que, tes proches te disent et en plus, ce que les autres à l'extérieur, te disent par rapport au fait que, ben, c'est pas le schéma qui est attendu en fait. Tu dois entrer dans le moule, tu dois entrer dans les standards, Oui, quoi. bien sûr, c'est très difficile de sortir des sentiers battus, non seulement parce que, bah, déjà, c'est beaucoup plus facile de se dire: «Voilà, je vais faire comme tout le monde, je vais faire, ce que tout le monde dit qu'il faut faire» et il y a pas de difficulté, en fait, à faire ça. Mais moi, j'avais vraiment envie de challenge et c'est vrai qu'il faut avoir un entourage qui en tout cas, mon entourage proche à moi me soutient et m'a toujours soutenue et c'est comme ça que j'ai réussi à affronter, on va dire, heu, enfin, à créer un nouveau chemin qui m'est propre à moi. Mmh. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut plus inciter les gens à créer leur propre chemin, à suivre leur propre voie et mais c'est pas facile effectivement. Yes. Flora, est-ce que tu peux me parler du jour 1? Est-ce que tu sais exactement quel est le jour 1 de Maison Poussin? Alors, Je veux dire, tu c'est as eu difficile comme l'idée, question. tu as eu l'idée, certes, tu as visualisé à peu près ce que tu voulais faire, mais peut-être le jour où tu l'as mis, je sais pas, déjà en forme et que tu étais peut-être allé prendre, je sais pas, soit un statut Hem, d'entrepreneur ou que tu as lancé peut-être un site oui. vitrine pour tester ou juste une landing page. C'est quoi le jour 1 de Maison Poussin? Alors, bah, alors, il y a pas vraiment, vraiment, vraiment de jour 1 parce que ça s'est fait vraiment naturellement. J'avais déjà des idées depuis assez longtemps. Mais, s'il faut choisir un jour 1, je pense que ça serait, le jour où j'ai vraiment, bah, j'ai commencé enfin, je me suis dit: «Voilà, je vais mettre de l'argent personnel pour mon entreprise que je veux créer» et c'est là où je me suis dit: «Bon, ça y est, cet argent-là, il est pour cette entreprise. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir le rembourser un jour ou l'autre». Donc là, ça devient vraiment sérieux et c'est plus juste je fais des dessins et c'est cool et ça, c'est vraiment le jour 1 où je me suis dit: «Bon, là, c'est plus de la rigolade» et voilà. Et là, justement, en parlant de mettre de l'argent, c'est d'où viennent principalement ces premiers financements? C'est du love money, c'est de la famille, des amis? Alors, au début de mon projet, quand, j'étais pas encore, officiellement une entreprise, mes parents m'ont pas mal aidée, mais après c'est moi, j'ai fait un prêt étudiant à mon nom, parce que vu que j'étais encore étudiante, j'avais l'opportunité de faire un prêt étudiant et Mmh. donc là, c'est entièrement moi et mes futurs revenus, si possible et Et voilà. est-ce que tu savais déjà, c'était combien? Est-ce que tu savais à peu près combien est-ce qu'il te fallait déjà pour démarrer, pour sortir les premiers produits que tu allais vendre? Alors, on a toujours un Tu petit avais peu un une business idée, plan? Je sais pas. oui, alors j'avais fait un business plan, qui se basait principalement sur, parce que j'avais fait des devis pour la production, donc la fabrication des sacs, le cuir, les doublures, les accessoires. Donc grâce à tous Mmh. ces devis-là, j'ai pu avoir un petit peu une idée globale du montant qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir, vraiment commencé, je me rends compte qu'avoir un business plan et la réalité, c'est légèrement C'est pas la même différent chose, ouais. et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des, «Ah bah mince, j'avais pas prévu que, faire un salon, faire ce marketing-là, ça coûte tant» et donc bon après il faut savoir gérer, c'est de la stratégie et voilà. OK. Donc pour revenir sur, au niveau du financement, tu es parti sur un budget de combien dès le départ par rapport à ce que tu avais prévu? Est-ce que tu avais déjà Hem, calé, peut-être commençons déjà par, sur les premiers produits que tu as, mis sur le marché et là, oui, comme ça tu vas nous parler du financement, de combien est-ce que tu as oui, prévu pour ça et comment tu as mis tout ça en place? heu alors, pour l'instant, du coup, j'ai commencé avec, au total, j'ai 120 sacs avec tous les modèles et toutes les couleurs confondues, donc et après 125, pour c'est, le nombre total des produits que tu as ou c'est le nombre de types de voilà, produits que tu as?
Non, non, c'est le nombre total de produits que j'ai. Donc, par OK. exemple, j'ai 20 sacs de telle forme, telle couleur, et cetera. Après, pour le montant exactement investi, je ne sais pas si ça doit rester dans la confidentialité du business plan, mais voilà. OK, c'est pas grave. Est-ce que tu peux un petit peu nous situer, l'ordre chronologique? C'est quand est-ce que tu lances, déjà ton qu'est-ce que tu lances en premier c'est une landing page, c'est un site déjà fait ou parce que, Maison Poussin, le domaine existe? Oui, Qu'est-ce alors que tu là, lances en premier. alors avant tout, avant même de faire, donc effectivement, enfin, j'en ai parlé autour de moi quand j'avais fait des prototypes, pour savoir un peu Mmh, pour savoir ce que les gens pensaient et de mes produits. Mais oui, donc la première chose réellement à faire, en tout cas dans la mode, c'est vraiment une étude de marché, pour se dire, voilà, quel est le prix moyen des sacs de cette gamme-là. Et ensuite, dès que ça a été fait, effectivement, j'ai pu faire, des photos et un premier site, pour présenter mes produits. Et après ça va relativement vite, dès que la production est lancée, parce qu'après il faut vendre et donc du coup, voilà. Ouais, on rappelle que tous ces produits sont fabriqués, en France. Exactement, exactement. Enfin, pour moi, c'était très important de fabriquer local. Mmh. Bien sûr, pour des raisons, enfin, éco-responsables. J'avais pas envie de faire à l'autre bout du monde parce que ça coûte moins cher et sans se soucier de la qualité, enfin, la qualité de vie des personnes qui travaillent dans les usines. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire 100% en France, la production. Et voilà. Bah, ce qui justifie peut-être, peut-être tes prix aussi parce que, tu peux nous dire un petit Oui. peu, quels sont les Les prix, alors, ouais. donc du coup, pour, le moins cher des sacs est à 240 € et le plus cher à 450. Donc c'est vrai que ça paraît élevé comme somme et ça l'est, mais c'est justifié par le fait que ce soit fabriqué en France. Et du coup, et en plus, je n'applique pas des marges, qui sont, très élevées par rapport à d'autres marques qui font faire en France aussi. Mmh. Mais c'est sûr que quand on fait faire, en Chine, ou par exemple, au Maghreb, enfin, c'est beaucoup moins cher le coût de production, mais après c'est pas le même impact, sur l'environnement. Yes. Donc on revient un petit peu en arrière, pour ce qui est de la chronologie. Justement, tu disais que c'est quand est-ce que tu as lancé, le site, pas le site, juste c'est quoi? C'est un site vitrine ou c'est une landing page? Je reviens encore sur la question. Alors, là, du coup, actuellement, le site maison-poussin.com, c'est un site, commerçant. Du coup, les personnes peuvent acheter dessus et le lancement commercial de la marque a été fait le 30 novembre. Donc on a fait une soirée de lancement et donc voilà, ça fait vraiment seulement depuis le 30 novembre 2019, que j'ai lancé la marque et officiellement, Maison Poussin existe, légalement depuis septembre 2019. 2019. Excellent. Mmh. OK. Et pour le site, comment ça s'est passé? Déjà, c'est combien de personnes dans Maison Poussin actuellement? Alors pour l'instant, il n'y a que moi. Je suis toute seule sur ce projet, même si, je suis très bien accompagnée par, ma sœur qui est architecte, donc qui m'aide beaucoup sur tout ce qui est graphisme. Mmh. Mais du coup, oui, pour le site internet, c'est un choix à faire parce qu'engager quelqu'un en freelance, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Mmh. Mais après moi, vu que j'avais fait une école d'ingénieur et que j'avais des capacités, on va dire techniques, je me suis permis de faire le site moi-même. Donc j'ai utilisé un éditeur de site web, Wix, c'est un peu le même Wix, ouais. type d'éditeur que Shopify. Et voilà comment j'ai fait le site web. Pour l'instant, c'est suffisant et Ouais, on ça verra fait le pour la job. suite. Voilà, exactement. Ouais dessus, on peut, directement acheter d'après ce que tu as dit? Oui, tout à fait, on peut directement acheter donc et voilà, c'est pleinement opérationnel, à 100%. Et derrière, c'est quoi? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des automatisations derrière? Je sais pas, des zappers ou c'est tout est Alors fait à la oui, main lorsque quelqu'un fait une commande? alors, en fait, alors derrière, donc effectivement, c'est du coup le site, quand la personne achète, c'est, relayé à la plateforme du coup de la banque avec laquelle je travaille. Donc Mmh. ça, c'est pour tout ce qui est sécurité des données et des paiements, c'est indispensable. Mmh. Et après, bah, simplement, je reçois des notifications sur mon back office
Et après, il ne reste plus qu'à emballer les produits, les envoyer via la poste, où j'ai aussi du coup un compte professionnel et voilà. Et pour ce qui est de la fabrication des différents produits, ça se fait, est-ce que ce sont des partenaires? Comment est-ce que tu as pu rentrer en contact avec? Parce que c'est que généralement, c'est certes en Chine ou bien sur Alibaba, lorsque tu as besoin de contacter ce type de personnes, ça se fait en deux, trois clics Oui, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Mais je sais qu'en oui, France, en Europe et plus précisément en France, j'ai c'est plus suivi compliqué, plusieurs fois, c'est très, très compliqué. Et en plus, bien dès que tu sûr. trouves quelqu'un, il va te demander déjà un certain volume dès le départ. Si c'est que tu pars juste sur c'est Exactement. un truc de 30, 20, 30 pièces, tu vas rarement trouver quelqu'un. Je veux dire, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, dans ta situation? Comment Alors, est-ce que tu… ça a pas été si facile. Là, actuellement, je travaille du coup avec, une manufacture dans l'ouest de la France, qui en gros travaille avec, des jeunes créateurs et permet de faire des très petites séries. Donc c'était vraiment l'avantage. Mais c'est vrai qu'avant de trouver ce producteur-là, j'ai eu un petit peu de mal et j'étais tombée avant sur, aussi, un autre producteur dans la région parisienne qui avait fait faillite. Et c'est vrai que c'est assez difficile de trouver aujourd'hui en France, des personnes qui ont vraiment un savoir-faire et qui ne demandent pas des volumes de 1000 pièces, Mhm. comme parfois j'ai pu entendre et donc voilà. Ah, cool. Donc, dans ta stratégie, c'était, vu que là, tu as dit que tu as 120 produits qui sont Mmh. disponibles En stock. en stock, là, c'est plus pour tester le marché ou c'est pour ne pas te risquer ou c'est plus c'est plus pour des raisons de budget. Tu peux même pas, tu peux pas non plus aller investir, je sais pas, plusieurs centaines de milliers pour prendre des stocks de 1000 pièces. Oui, C'est quoi la stratégie par bien rapport à ces sûr. 120 Alors pièces? bien sûr, tous les faits que tu as évoqués sont totalement justes. Alors c'est vrai qu'il y a une contrainte budgétaire initiale qui est assez importante parce que ça coûte cher de produire. Il y a la matière première comme le cuir qui coûte assez cher. C'est du cuir italien de très bonne qualité. Donc je ne pouvais pas faire autant de pièces que ce que je voulais. Et après, ça m'arrangeait aussi de ne pas avoir un énorme stock non plus, parce qu'effectivement, ça permet de tester le marché et de savoir comment réagissent les personnes aux produits. Est-ce qu'il y a tel ou tel produit qui se vend mieux que d'autres. Euh, et donc, voilà, c'est l'avantage de commencer par une petite série. Et c'est vrai que généralement, quand on entreprend, on est très optimiste et on voit gros, on a envie de de lancer beaucoup de produits. Et c'est généralement pas forcément une bonne idée parce qu'on se retrouve avec du coup un stock qui a une très grande valeur, qu'il faut vendre et c'est pas facile au début de se faire connaître. Donc il faut réussir à avoir une bonne balance entre tout ça. Yes. Et pour revenir maintenant sur les 120 pièces, en termes de, comment je vais appeler ça, euh, de style ou comment, je sais pas comment Mmh. qualifier ça, en termes de, en termes de catégorie, je crois que c'est ça le bon mot, qu'est-ce qu'on Oui, retrouve? On a déjà, est-ce qu'on a juste des sacs à main ou il y a d'autres produits, oui. Alors je sais pas, d'upsell comme des chapeaux ou je sais pas qui viennent en plus? alors pour l'instant, ce ne sont que des sacs. Donc il y a 3 types de sacs. Chaque sac est décliné en des couleurs différentes Mhm, et je voulais pas trop m'éparpiller dès le début à faire aussi de la petite maroquinerie, faire des chapeaux, des bijoux, enfin parce que c'est important au début de se faire connaître, avec une identité pour vraiment que les consommateurs sachent que voilà, Maison Poussin, c'est de la maroquinerie, ce sont des sacs, très colorés, assez, géométriques, asymétriques. Hem Et donc voilà, c'est assez important au début d'avoir une seule gamme de produits, je pense. Après, effectivement, dans le futur, j'aimerais vraiment développer d'autres types de produits, faire du vêtement. J'aimerais beaucoup faire des costumes pour femmes parce que je trouve que c'est très structuré et ça structure l'allure d'une femme. Et voilà, donc on verra costume par la en suite. mode costume de bureau, tu veux dire? Oui, enfin, en fait, des blazers et aussi des pantalons, des jupes, enfin, tout ce qui est du prêt-à-porter, en fait. Mhm. Mais dans un style assez structuré. Excellent. Donc, ce qu'on va retrouver lorsqu'on arrive sur le site de Maison Poussin actuellement, c'est juste des sacs en fait, Voilà, déclinés exactement. en Pour l'instant. deux couleurs, tu as dit, et avec… Alors, ça dépend des modèles. Il y en a qui sont une seule, deux ou trois couleurs.
Ok. C'est comme les iPhones, quoi. C'est ça. Ok. J'espère avoir la même success story que Steve Jobs. On te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu te rappelles de ton premier client? Mon premier client, alors oui, donc c'était lors de ma soirée de lancement que j'ai organisée le 30 novembre. Et enfin, je me rappelle de mes trois premières clientes qui ont acheté au même moment les sacs. Et donc, J'espère que il y c'est avait pas les deux membres de ta famille, mamans. hein. Alors, il y en a une, c'est ma cousine, mais bon, c'est quand même, Ça compte, hein, ça c'est quand même compte. Bien sûr, ce positif. sont eux Ça qui te compte, donnent ça compte, surtout vu le prix bien en sûr. fait, parce que Et il y a une chose de te dire, exactement. oh chérie, ce que tu fais, c'est magnifique, mais il y a une autre chose aussi, Voilà, sortir sa carte bleue pour débiter ces 200, exactement. ces plus de 200 balles. Exactement, il faut pas se laisser berner par, les amis qui disent: «Waouh, super, je vais t'en acheter un» et qui, qui finalement n'ont pas les moyens. Ok. Mais bon, c'est normal, c'est la vie. Donc, tu dis, c'est qui c'est ta cousine ton premier client ou elle fait partie des trois premiers clients? Oui, elle fait parmi des 3 premiers et ensuite c'est les mamans, les mères de 2 amies à moi, du coup, qui ont acheté les sacs et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit au début: «Bon, j'espère que la marque, elle ne cible pas trop, les, hyper jeunes, 18-25 ans», parce que j'avais vraiment envie aussi que des femmes le portent. Ouais. Donc du coup, voilà, ça m'a fait très plaisir qu'elles me soutiennent de cette façon-là. Et c'était quoi en fait c'était quoi ton ressenti après? Est-ce que tu y croyais? Est-ce qu'au départ, forcément, tu y croyais, c'est pour ça que tu t'es lancé, mais jusqu'à ce que Oui. quelqu'un sorte sa carte pour acheter, est-ce qu'il y avait quand même cette part de doute que peut-être là, c'est Ah oui, exagéré? absolument, bien sûr. Est-ce que je Il y a suis pas allé toujours trop une fort part sur de les doute. prix? Alors bien sûr, il y a toujours une part de doute et aujourd'hui encore, j'ai des doutes. Mais c'est sûr qu'au tout début, au lancement de la marque, je me suis dit: «Mais, enfin, je me suis même dit: «Mais moi, je suis qui pour, créer des sacs et est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis pas un designer, je suis pas Karl Lagerfeld, donc c'est pas du tout sûr que ça fonctionne et que les gens achètent». Et bien sûr, on a toujours des doutes sur, le prix, mais après j'avais fait une étude de marché, donc j'essayais de me rassurer de cette façon-là. Mais c'est vrai que quand les premières personnes achètent un sac, c'est un peu un sentiment de fierté et un accomplissement aussi de se dire, Mhm. «Bah, voilà, ce que je fais, les personnes, aiment», donc c'est une reconnaissance et ça veut surtout dire que ce qu'on fait, c'est bien et c'est agréable. Et comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients? Je veux dire, on est obligé lorsqu'on lance une telle marque d'aller dans des salons. Est-ce que juste, en créant un site internet et en faisant de la pub, c'est parce que c'est ce que beaucoup de gens se disent quand on parle toujours de commerce Oui. en ligne, ils disent: «Ouais, tu crées juste un site vite fait sur Shopify et puis tu mets des ads, de la publicité dessus et comme ça tu fais des ventes». Mmh. C'est quoi Alors toi avec, les mmh, premiers quelle est la petite expérience que tu as jusqu'ici? Quel est ton oui. ton ton ressenti par rapport à ça? Alors mon ressenti, c'est que je pense que, enfin, j'ai cru que c'était beaucoup plus facile que ça ne l'est. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on dit toujours: «Oui, un site e-commerce, c'est juste un site à faire, on fait de la pub, hop, voilà, les gens achètent». Donc ça, c'est peut-être vrai pour des produits qui sont vraiment pas chers, à quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Mais quand on part sur des produits plus haut de Ouais, gamme, c'est généralement des c'est produits assez de difficile. dropshipping, des produits qui viennent de Voilà, Chine ou d'autres producteurs, mais qui voilà, vendent c'est exactement. super moins cher, ouais. Voilà, Comment on mais du appelle coup ça? Ce sont des achats impulsifs, ça peut le faire. Mais voilà, là, mais lorsqu'on va, voilà. Quand c'est des achats qui sont plus premium, on va dire, c'est plus difficile parce qu'au début, c'est les connaissances qui en parlent autour d'elles, et cetera. Mais après, enfin, par exemple, je me suis dit: «Bon, bah, là, je vais faire des publicités sur Instagram, sur Facebook». Mais finalement, aujourd'hui, c'est de plus en plus cher et le retour sur investissement est de moins en moins, bon parce que c'est un système d'enchères. Je ne sais pas si tout le monde ouais, est au système courant de ça, d'enchères, mais c'est pour dire en fait qu'il y a plusieurs grosses marques qui se font de la concurrence sur, des voilà, achats que ce soit sur Google ou sur Facebook, hein, sur certains mots-clés voilà, ou bien sur certaines audiences et c'est celui qui paye le plus cher qui aura le maximum le d'audience. maximum de oui, effectivement. Donc, si tu es juste, un petit producteur qui se lance, tu es à côté je sais pas, de Louis Vuitton ou je sais pas, de Gucci qui est prêt à mettre des millions et des millions de dollars ou d'euros sur, l'achat de certains mots-clés, ben, tu pourras jamais faire le poids, quoi. Voilà.
Exactement. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, je vais faire principalement de la publicité sur Internet. Et là, aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte que c'est très important aussi d'avoir un contact physique avec les consommateurs. Et c'est pour ça que j'ai participé à un salon pendant la Fashion Week à Paris, parce que c'est vraiment important que les gens puissent voir les produits, puissent toucher et puissent se dire, bon, bah voilà, j'ai investi quand même plusieurs centaines d'euros et c'est rentable. Et c'est quand même important, je pense, d'avoir quelques points de vente physiques en plus du site internet parce que sinon c'est un peu compliqué. Yes. Et en parlant de point de vente, est-ce qu'il y a un point de vente physique de Maison Poussin? Ça existe aujourd'hui ou c'est quelque chose qui est en projet? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de point de vente unique pour Maison Poussin, enfin, c'est-à-dire j'aurai pas de magasin Maison Poussin, la propre Ou enseigne alors Maison de Poussin. louer, je sais pas. Je sais qu'il y a par Oui, exemple Veja, tu connais la marque de oui, chaussures. oui, oui. Eux, ils ont. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils commencent à avoir leur propre magasin, mais au départ, je sais C'est un pas des coûts comment, si on fixes dit quand même. louer, Mm. pardon? Oui, c'est un coût fixe assez élevé d'avoir un Ouais, magasin. c'est clair, Et complètement, ouais, hein, complètement. donc Mais eux, ce qu'ils enfin, faisaient dès le départ, comment, je sais pas si on dit louer. En fait, ils partaient dans des magasins qui avaient déjà une certaine notoriété. Et ils mettaient leur, ça peut être par exemple pour la voilà, vente de CD, aller dans à des la Fnac par concepteurs. exemple, ouais, des concepteurs, ouais. Mm. Voilà, exactement. C'est Ça, comme c'est une ça bonne qu'ils ont idée. commencé, quoi. Dans des Mm. aéroports ou des points où il y a un trafic assez important, quoi. C'est vrai que ça, c'est Exactement. compliqué. Exactement. Bah, là, en ce moment, je suis en contact avec quelques concept stores à Paris et à Lille et avec lesquels j'aimerais bien travailler justement pour déposer mes produits là-bas. Mhm. Et après, pourquoi pas faire aussi des ventes éphémères enfin, par exemple, quelques jours, juste louer un local pour 2 jours dans quelques grandes villes pour que les personnes puissent acheter sur place pendant un week-end. Yes, excellent. Euh, c'est, c'est, c'est quoi en fait la suite actuellement? Par exemple, est-ce que le site internet, c'est un sujet qui est actuel? Est-ce que c'est une priorité de faire un site beaucoup plus... Beaucoup plus professionnel ou abouti. C'est pas que Bah, alors le site qui est là, ouais. c'est pas non plus de la merde, hein. C'est le site, ça fait le job, c'est propre. L'idée, c'est vu, ça c'est vraiment très personnel et c'est pas plutôt des leçons, hein, Mhm. c'est plus mon ressenti en moi. Euh, on est quand même sur des produits chers avec un certain branding et on s'attend peut-être à un certain branding et une certaine image de marque. Euh, Est-ce que pour toi, pour refléter justement le fait que ben, c'est du high level, euh, est-ce que Il faut c'est avoir un site qui est high level aussi. Alors, oui, c'est très important. Après, moi, ça c'est pas fait une pour priorité? l'instant pour l'instant, ça fait 3 mois que j'ai lancé la marque. Donc, il faut aussi le temps de trouver son audience. Il faut aussi le temps de travailler avec des photographes, faire des shootings. Et pour l'instant, enfin, le site internet, je pense qu'il est suffisant, bien sûr. Mhm. Après, de toute façon, faire une entreprise, c'est être en constante amélioration. Enfin, tous les Effectivement. jours, il faut s'améliorer sur tous les points. Et même aujourd'hui, des grandes marques comme Chanel ou Dior, tous les jours, ils améliorent leurs réseaux sociaux, leurs canaux de vente. Enfin, c'est toujours, il y a jamais de, c'est suffisant. Mais voilà. Après, forcément, c'est des projets, mais il faut prioriser qu'est-ce qui est plus Mhm. important, qu'est-ce qui est moins pour le moment. Yes. Voilà. Et justement, en parlant des différents canaux par lesquels tu procèdes pour toucher le maximum de personnes. On a parlé déjà d'assister à des events tels que la Fashion Week où tu étais déjà, tu as un site déjà où donc on peut te retrouver sur les internets. Oui, Sinon, est-ce que tu as d'autres canaux que tu utilises pour mettre en avant Maison Poussin, je vais dire peut-être oui, des influenceurs sur Instagram, c'est quelque chose qui est aussi très, très à la mode. Est-ce que oui. c'est quoi ce que tu fais actuellement ou ce que tu prévois de faire pour les prochaines semaines pour être plus connu ou bien toucher plus de personnes et potentiellement faire plus de ventes? Alors pour l'instant, du coup, donc, je fais partie d'un label, je viens de faire partie d'un label de mode éco-responsable qui s'appelle Face to Face et qui regroupe en fait différents créateurs indépendants enfin, pour en gros profiter d'une symbiose entre les créateurs, entre leurs réseaux pour développer chacun sa marque.
Et oui, donc là, je suis en contact en ce moment avec des influenceurs pour faire de la publicité sur Instagram. Mhm. Mais après Mais ça tu aussi, peux c'est un revenir un groupe petit peu parce sur face-to-face. oui, C'est quoi? C'est une sorte de label, un petit peu comme les trucs bio, là, lorsque les gens ils arrivent, ils voient ce label, ils disent, ouais, ça, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui a une responsabilité écologique, ou je sais pas, c'est quoi? oui. C'est un label? C'est... Oui, alors après, c'est un label dans le sens, comme on l'entend dans la mode, c'est pas une certification comme, Ah je ouais, sais c'est plus ce pas, que je voulais comme, demander. C'est une certification. Genre, ils sont venus chez toi, ils non, ont un c'est petit pas peu une étudié tout ce que certification. tu Non, non, fais. c'est pas une certification. Un label dans le sens, c'est un groupe de créateurs qui se réunit autour de valeurs communes. Et là, qui sont, à l'occurrence, du coup, faire de la mode, une mode éthique, éco-responsable, pour donner un nouveau sens à la mode et pas faire uniquement de la fast fashion comme on peut trouver, par exemple, dans de grandes enseignes. Et du Ah coup, ouais, voilà, ouais, c'est un groupe de créateurs. Ce n'est pas une certification. j'ai justement discuté de ce sujet avec Michael Ronzin, que j'ai reçu aussi sur le podcast de Names, peut-être tu connais. Mhm. Non. Ouais, il parlait, c'est une sorte de marketplace en fait pour des créateurs indépendants un petit peu comme toi et qui ont cet esprit éco-responsable et éthique qui pas juste faire de la fast fashion justement comme ce qu'on a l'habitude de voir pour certaines grosses marques. Ben, c'est pas pour les cracher dessus, mais c'est juste une façon particulière avec une certaine éthique de vendre ses propres produits. Et du Mhm. coup, est-ce que tu peux nous citer quelques noms qu'on peut retrouver dans ce... Est-ce qu'il y a de grosses marques? C'est plus pour savoir s'il y a de grosses marques à l'intérieur ou c'est un mix entre des indépendants et des grosses marques. Oui. Alors, c'est plutôt des jeunes créateurs qui ont lancé leur marque il y a 1 ou 2 ans maximum. Donc, ce ne sont pas du tout des grosses marques qui sont à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas du tout. C'est Mhm. des jeunes créateurs. Après, j'invite tout le monde qui écoute ce podcast à aller voir sur le site de Face to Face On va mettre ça, on parce va qu'il y a justement vraiment mettre ton des lien créateurs super. vu que tu as un lien avec un lien en extension avec Maison de Poussin, on va le mettre dans la description de l'épisode. Comme D'accord. ça, au-delà de ton site internet, ils pourront aller checker un petit peu sur Face to Face slash, je crois, un truc Maison Poussin Oui, voilà. avec Exactement, il ouais, faut. ouais, ok, Mm. top. Euh, merci pour tout ça. Merci surtout pour ta De transparence rien. et je voulais qu'on revienne aussi sur les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu as prévu en fait, pour 2020, Oui. c'est quoi les grands chantiers de Maison Quelles Poussin? sont les grandes lignes? Ouais. Alors, les grandes lignes, c'est développer au maximum la notoriété de la marque, ce qui passe par créer de nouveaux canaux de vente, à la fois physiques, comme on a évoqué, avec des concept stores, mais aussi en ligne, avec pourquoi pas travailler avec certaines marketplaces Mhm. qui vendent des produits de la même gamme. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes lignes qui sont très importantes. Et donc, évidemment, ça passe par aussi développer l'image de marque, créer du contenu, voilà. Et après, pourquoi pas, si ça fonctionne bien, créer des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, une nouvelle collection. Et quand tu parles de marketplace, c'est quoi, par exemple? Je dis ça parce que, comme je t'ai parlé de Nîmes tout à l'heure, il y a aussi peut-être Paris Fashion Shops, tu connais, de Jackie Z Chang, Non, je ne connais pas. que Non, j'ai aussi reçu non sur mais le je podcast. pense. C'est Hmm. aussi une sorte de marketplace. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, hein, mais je demande pour savoir si euh, c'est la suite logique à chaque fois lorsque tu atteins un certain level de forcément, parce que tu as ton propre site, mais de quand même passer par ces autres marketplaces, Oui, c'est plus pour bénéficier du réseau, du trafic qu'il y a là-bas. bien sûr, c'est très important. Il y a des marketplaces qui sont très connus comme Farfetch ou Yoox. Et bon, après, c'est le high level des marketplaces Mhm. dans tout ce qui est produit haut de gamme. Mais oui, c'est très important d'avoir aussi des flux de consommateurs qui viennent d'autres sites internet. Même si tu dois payer quelques commissions, mais ça reste toujours beaucoup plus intéressant que si tu dois attendre que les gens viennent directement sur ta Bah, propre plateforme. voilà, mais il faut considérer que la commission qu'on va payer aux revendeurs, ça fait partie d'un budget marketing et d'un budget communication, en fait. Enfin, c'est comme Mhm. ça que on se fait connaître et c'est pas simplement en ayant un site internet. Et il faut pas voir juste travailler avec des influenceurs et faire de la publicité sur Facebook, quoi. Il n'y a pas que ça qui fonctionne. Il y a différents
il faut au maximum diversifier, je pense, les canaux de vente, les canaux de communication. Yes. Tout à l'heure, tu as parlé aussi d'influenceurs. Je t'ai coupé. Tu disais qu'il y avait une strate par rapport aux influenceurs que Mhm. vous allez mettre en place. C'est quoi principalement? C'est une typologie précise euh, Mm. d'influenceurs qui ont les valeurs de Mhm. la marque ou ouais, si tu es Oui, connu, bah, tu viens et tu pousses au maximum. non, non. Alors, moi, je veux vraiment que les influenceurs que je vais sélectionner avec qui je veux travailler, je veux vraiment que ce soit des personnes qui partagent soit la même esthétique, soit les mêmes valeurs de consommation ou les mêmes intérêts culturels. Et j'ai pas du tout envie que voilà, quelqu'un qui a plus de 100 000 followers forcément porte les sacs parce qu'après, enfin, ça rend trop banal aussi le sac si on a trop de personnes différentes qui portent les sacs Maison Poussin. Et, donc, Mhm. du coup, il faut vraiment faire attention à quels influenceurs portent les sacs. Et en plus, de toute façon, faut sélectionner parce que ça a un coût. Donc, Ouais. voilà, moi, je vais sélectionner comme ça sur les valeurs, sur l'esthétique et à Yes. différents endroits dans le monde si possible. Ah, ok. Donc, ça veut dire que l'idée, ça sera d'internationaliser un petit peu la marque aussi. Oui, bien sûr, c'est un objectif. Après, internationaliser, je pense que je vais surtout essayer de développer en France pour l'instant, parce que c'est plus facile. Et bien sûr, Parce que la c'est un France est déjà objectif assez à gros, hein. court. Voilà. Voilà. Après, les Français ne sont pas des très grands consommateurs comme peuvent l'être Les des Américains ou les Américains Anglo-Saxons en ou général. exactement. Donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes stratégies de communication pour la France et pour le monde anglo-saxon, mais voilà, c'est un passage obligatoire à l'international. J'ai une question, je sais pas si peut-être elle est conne, mais bon, c'est Il plus faut pas par, dire ça. ouais, parce que c'est pas logique en fait, vu les prix et vu le niveau de vie. Euh, Mhm, ma, ma question était plus, ces produits, ces créations que tu fais, il y a une grosse part au-delà de la partie géométrique et moderne et très technique. Il y a une partie aussi qui viennent plus de tes influences, comme tu as dit, africaines. Est-ce mhm. que ça ferait sens de proposer ces produits à ces populations-là ou alors je suis à côté de la plaque, quoi. C'est beaucoup, beaucoup trop cher et puis ça fait. Alors, moi, j'aimerais vraiment développer un réseau Maison Poussin en Afrique. Après, c'est vrai Ou que alors de c'est des faire produits qui sont chers. ouais, ou alors de faire, parce que je sais que les grosses marques, ils ont souvent des produits dérivés, tu vois, toujours de la même Oui, marque, mais à une gamme un petit peu, peut-être qui demande des produits beaucoup, je sais pas comment, en fait, ils réussissent moins cher. à Oui. mettre des prix beaucoup plus abordables pour vendre à cette typologie de population. Je sais pas, il y a de grosses marques qui le font. Alors, pour Euh, l'instant, je pense que les grosses marques peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens de développer différentes gammes de produits. Pour l'instant, Maison Poussin, c'est une petite marque. Donc, je ne sais pas si j'en aurai les moyens, mais j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment développer de nouveaux produits, par exemple, hmm. avec du tissu et qui soient fabriqués, par exemple, au Togo. Ouais. Voilà, j'aimerais bien créer une Mais tu sais que communauté de femmes le qui vont wax, même fabriquer. si les gens ils pensent que ouais, le wax, c'est l'Afrique et tout, c'est porté par des Africains, mais c'est pas forcément fabriqué par des Africains, hein. Ce sont des trucs que tu vas Oui, bien retrouver sûr, plus dans des grosses multinationales hollandaises ou bien sûr, bien sûr. c'est pas pour autant qu'on n'a pas nos propres tissus que l'on fabrique. Il y a Voilà. justement un grand j'ai oublié comment il s'appelle, il est d'origine camerounaise qui présentait ses produits Oui, directement à la Fashion Week. Il disait qu'il était complètement contre le wax. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, le oui. wax, c'était pas une fabrication africaine. Je n'avais jamais su Non, ça. non, il y a quelques tissus wax qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire et au Bénin. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de, si j'utilise des tissus qui sont africains, j'ai vraiment envie d'utiliser des tissus traditionnels, voilà, qui sont qui sont tout aussi révélateurs de la culture de certains pays, de certaines cultures. Et évidemment, le wax, c'est pas. Quand on pense Afrique, souvent les personnes pensent wax, mais c'est assez réducteur. Et il y a plein d'autres choses
Il y a plein de savoir-faire en Afrique sur le travail du bois, sur le travail du bronze, sur le travail aussi des perles qui, je pense, sont magnifiques et que j'aimerais beaucoup utiliser chez Maison Poussin, effectivement. Yes. Donc, en fin de compte, ma question n'était pas trop conne, quoi. Non, pas du tout, il ne faut pas du tout dire ça. Ok. Ben, pour revenir justement sur les stratégies de 2020, on a parlé de cette stratégie pour développer la présence sur certaines marketplaces, au niveau des influenceurs aussi, peut-être s'internationaliser plus tard. Tu as parlé aussi de contenu. En Mhm. termes de contenu, c'est quoi la strat en fait? C'est des contenus éducatifs sur peut-être les différentes matières qui constituent vos produits ou de plus en restant à la mode, ben, qu'est-ce qui passe avec quoi? C'est quoi, comment Oui. est-ce qu'on s'habille aujourd'hui? C'est quoi en fait la stratégie dans le détail pour le contenu de Alors, Maison Poussin? oui, généralement dans la mode, quand on parle de contenu, c'est vraiment créer des visuels. Donc, c'est voilà, créer par exemple sur Instagram, les marques partagent des photos avec les produits qui sont mis en contexte, portés par des personnes dans un certain paysage. Et là, c'est vraiment essayer de développer ça parce que ça contribue à l'image de marque, de Mhm. se dire, pour que les personnes vraiment puissent Mais il y a pas de s'imaginer texte, avec le sac. il y a pas de, c'est pas quelque Alors, chose. si, C'est bien clair, la sûr, photo, ça il y a reste du très, très texte. important. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas une partie. Peut-être la question, ce serait plus de poser la question dans le sens du blogging, une partie blog, Oui. Alors, pour si, peut-être si, ranker même effectivement, sur certains c'est. mots-clés. Oui. Si, si, bien sûr, c'est aussi très important de développer enfin, des phrases et, pour partager des valeurs, pour partager sur la marque, sur comment sont faits les sacs, quelles sont les valeurs par rapport à la fabrication sociale, environnementale. Évidemment, c'est évidemment. Yes. Euh, donc, en gros, est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais encore évoquer pour 2020 des points qui sont très importants qui vont avoir peut-être un impact considérable d'ici la fin 2020 et pour Mm. entamer peut-être sur de nouvelles positions 2021. Non, je pense que vraiment essayer de développer la marque avec la communication, avec le contenu et avec travailler avec certains revendeurs, c'est les plus grands chantiers, les plus importants pour n'importe quelle marque. Donc pour l'instant, je me concentre à ça. C'est déjà beaucoup à gérer Mhm. pour une personne. Et du coup, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des projets de recrutement pour 2020 où la question ne se pose pas encore? La question ne se pose pas encore parce que pour l'instant, j'arrive à tout gérer toute seule et avec mes proches. Donc pour l'instant, je n'ai pas ce besoin immédiat. En revanche, je n'exclus pas la possibilité d'ici plusieurs mois, si j'en ai le besoin, de évidemment collaborer avec quelqu'un ou m'associer avec quelqu'un pour partager le travail. C'est évident. Yes. Depuis que tu as lancé ta marque Maison Poussin, est-ce que tu peux me parler, c'est quoi ta pire nuit blanche? Ouf. Euh, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de pire parce que c'est une passion pour moi, Maison Poussin. Et donc, du coup, je prends toujours plaisir à faire tout ce que je fais. Après, il y a eu des moments qui ont été difficiles, notamment quand j'ai fait mon site internet et que voilà, j'avais dit que le site serait opérationnel à partir de, par exemple, d'une telle date et que finalement j'ai eu un problème technique. Et là, je me suis dit, ok, là j'ai 3 heures pour réparer le problème technique avant demain matin, donc il faut trouver une solution. Et ça, souvent, c'est compliqué. Bon, bah, j'ai dû décaler la date du lancement, mais voilà, c'est pas grave, on fait avec. C'est ça être entrepreneur, c'est trouver des solutions là où il semble ne pas y en avoir. Mais c'est ça qui est challengeant et c'est ça qui est excitant dans l'entrepreneuriat. Yes. Euh, Flora, c'est vrai que tu as dit que avec tout ce qu'il y a à faire actuellement, même si c'est très souvent chaud, tu réussis à gérer. Et moi, j'ai envie de te poser la question, ben, comment est-ce que, parce que ça reste quand même beaucoup, beaucoup à faire juste pour disons, Mhm. deux personnes, entre guillemets, parce que tu as Je ta suis sœur aidée. ouais, mais quand même, comment est-ce que, euh, comment est-ce que ça se vit d'être comme ça sur plusieurs chantiers, sur plusieurs sujets?
avec la famille, avec le privé, le pro, tu vois, sans peut-être forcément entrer Mm. dans ta vie privée, quoi. Mais je sais que tu vas pas me dire que tu fais des journées de 8 heures et du 8 fois 5 Oui, par semaine, quoi. On doit aller sur forcément du oui, 140, beaucoup 150 plus. heures par semaine. Et comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que ça se et surtout, même par rapport, hier, c'était la journée internationale de la femme. J'en profite justement Mhm. pour te souhaiter, un peu en retard, mais pour te souhaiter à toi et à toutes les autres femmes une très bonne fête. Merci. Et on sait quand même que c'est une réalité qu'on ne va pas se mentir. Et, notre société, euh, c'est pas comme dans les années 30, il y a beaucoup de changements, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire concernant les femmes. Il Oui. y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas ou on ne veut pas forcément voir les femmes ou on ne pousse pas assez, on le dit, mais on ne fait pas assez. Comment est-ce que toi, tu vis tout Mm. ça? Comment est-ce que, pour un homme, la question ne se pose pas trop comme pour une femme, tu vois? Et je trouve ça Oui. dommage. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? Euh, alors, je pense qu'effectivement, alors d'abord, qu'on soit un homme ou une femme, pour entreprendre, ça demande énormément de sérénité, de calme et de sang-froid. Parce qu'il y a toujours des moments où il y a un problème et là, on peut s'affoler et prendre une mauvaise décision. Et en fait, quand on entreprend, c'est prendre la meilleure décision parmi toutes les mauvaises décisions. C'est toujours comme ça, La entreprendre. décision la moins pire. Exactement, c'est prendre la décision la moins pire. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que en plus là, moi, je suis encore en train de finir mes études, donc toute la journée, je suis généralement à l'école en train On l'a de même pas travailler mes dit, cours. donc je pensais que tu avais arrêté. Forcément, on l'a même pas Non, dit. Donc, en plus de ça, tu as tes études que tu es déjà voilà, en train de. Donc, à la fin, voilà, c'est pas facile, plus de vie, quoi. Est-ce mais que tu vis en fait? mais oui, je vis, je suis heureuse dans ma vie. Mais après, c'est sûr que ça demande des compromis. Parfois, bah, là, pendant toute une semaine, bah, je vois Drastique, pas quoi. du tout mes C'est amis. braconnier, quoi. Voilà, c'est la rigueur, ça demande beaucoup de rigueur. Mais d'un autre côté, à force, on finit par être organisé, on finit par trouver du temps, par-ci, par-là, pour aller manger avec des amis, pour sortir, pour faire la fête quand même de temps en temps, parce que c'est important. Et après, voilà, bah, si un jour on est trop fatigué pour bien s'habiller, et bah, voilà, tant pis, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément toujours être bien habillée. Et on pense à d'autres choses, et voilà, c'est tout. Mais c'est sûr que c'est pas forcément tous les jours facile. Bah, j'imagine bien. Ok. Euh, Flora, comment est-ce que tu progresses au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire comment je progresse. Comment est-ce que tu progresses, que ce soit dans le pro ou dans le privé? C'est Oui. quoi tes inspirations? Comment est-ce que tu évolues tous les jours? Ou comment est-ce que tu ressens que tu évolues, que tu apprends, que tu progresses? Mm. Alors, je pense que je progresse énormément en observant. C'est très important d'observer comment fonctionnent les autres, comment les autres entrepreneurs ont réussi ou ont échoué, parce que c'est aussi très important d'observer enfin, C'est justement les échecs des autres personnes. c'est justement l'un des Voilà, slogans de ce podcast aussi, d'aller vers les personnes qui ont fait les choses et qui ont réussi ou pas. Parce que bien ce soit sûr, d'un côté comme dans l'autre, il y a beaucoup des de choses à belles choses à apprendre. apprendre, des pépites. Ouais. Bien sûr, Donc, je te laisse bien sûr. Donc continuer. ça, c'est donc ça, c'est très important d'observer comment les autres travaillent. Et après, c'est aussi très important de s'observer soi-même et de se dire, voilà, comment moi je réagis, quelles sont moi mes propres capacités. Parce qu'au début, quand on entreprend, on se dit, bah, je suis capable de tout faire, gérer le côté créatif, gérer le côté production, gérer le côté commercial. Mais au fur et à mesure, bah, c'est un peu une leçon d'humilité Mhm, parce qu'on se dit, bah, bon, finalement, je suis pas si bonne pour vendre mes produits. Donc, il va falloir que je me renseigne auprès de personnes qui sont spécialisées en commerce, en marketing et qui vont pouvoir m'apprendre comment faire. Et donc, mhm, je pense que on évolue en se remettant en permanence en question. Chaque jour, tous les matins, quand on se lève, c'est vraiment se dire comment je vais faire aujourd'hui pour m'améliorer, pour développer mon entreprise, pour prendre plus de temps pour certaines personnes quand elles en ont besoin. Et donc, tu vois, c'est vraiment se remettre en question en permanence. Il n'y a pas de recette magique, c'est ça. yes. Et comment est-ce que toi, tu vois Maison Poussin
les 3 à 5 prochaines années? Hem, alors sur le très court terme, sur 1 à 3 ans, c'est assez difficile parce que ça va vraiment dépendre de l'évolution de la demande, et on sait Ouais, à c'est quel point le clair, Flora, mais contexte, oublie tous les trucs analytiques là. Ce oui. rêve, laisse-toi rêve. Donne-toi la Alors possibilité, le droit de rêver. alors oui, je rêve, mais j'essaye de rester raisonnable. Mais c'est vrai que mon plus grand rêve, c'est que dans quelques années, Maison Poussin, ce soit une marque de référence pour tout ce qui est maroquinerie. Et vraiment, ça me tient vraiment à cœur de développer aussi du prêt-à-porter, du bijou, et travailler aussi avec différents acteurs en Afrique, en France. Ça, ce serait vraiment mon rêve, que ça devienne vraiment un nom de référence d'un point de vue créatif et d'un point de vue entrepreneurial aussi. Yes. Là, c'était pas du tout prévu, mais je le fais quand même. Est-ce que tu Mhm. aurais peut-être, je sais pas, un discount ou un code promo pour les auditeurs? Euh, Là, je suis en train de négocier Alors pour pour les l'instant, auditeurs, hein, donc franchement, si avec, alors pour l'instant, c'est vrai non, que les pas prix, de code promo. c'est vrai que les prix sont assez Ils sont assez conséquents élevés. et c'est justifié vu le travail qu'il y a dessus. Ouais. Euh, Alors pour l'instant, non, il n'y a pas de code promo parce que c'est le début de la marque et mhm. je ne peux pas me permettre, d'un point de vue financier, de faire des réductions en veux-tu, en voilà. Et surtout parce que la façon dont j'ai élaboré les prix, j'ai pas énormément de marge de manœuvre pour faire des soldes et des réductions parce que je voulais Yes. vraiment que le consommateur voit le prix, et un prix juste en fait. Et donc voilà, c'est pas pour derrière faire des soldes de moins 40% comme chez Zara, parce qu'on sait très bien que leurs t-shirts, ils le Non, voilà, produisent c'est pour un exagéré quand euro même, et moins leur vendent à 40%. 30. Ouais. Donc non, pour l'instant, non. Mais si un jour j'en ai, je t'en ferai part. Voilà, je suis vexé là. Je rigole. Donc j'aurais tout, j'aurais essayé, hein. Ok, donc peut-être Ouais, une bah prochaine oui, fois. mais oui. Donc je vais essayer Note-toi. en off, hein, c'est pas fini, je rigole. Ok, ben, dis-moi, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un Mhm. débrouillard? Ah, pour moi, un débrouillard, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à faire euh, des choses avec les cartes qu'il a en main, que ça soit d'un point de vue formation, d'un point de vue financier. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui arrive à accomplir ses rêves avec les moyens à bord. Et ça, c'est super important et c'est super bien. Donc c'est toi, quoi, en fait. Voilà, je suis un peu une débrouillarde et voilà. Le podcast porte ton deuxième prénom, quoi. Ok, Voilà. merci beaucoup, Flora. Merci beaucoup. De Où est-ce que rien. les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi? Déjà, ton site internet, on va mettre les liens en description. Est-ce qu'on Voilà, t'écrit sur déjà mon site LinkedIn internet. ou, je sais pas, sur d'autres canaux? Alors, il y a Ouais, une des page LinkedIn Maison partenariats Poussin. ou ouais. Et voilà. Après, sur Instagram aussi, les gens peuvent me contacter. Moi, je suis très réactive de toute façon, que ce soit par mail, sur le site internet, sur Instagram. Donc, bien sûr, il ne faut pas hésiter à me contacter si des personnes ont des questions. Top, top. Merci beaucoup, Flora. C'était vraiment De très, très rien. instructif. J'ai hâte de t'inviter de nouveau sur le podcast, je sais pas, d'ici 1 an et demi, pour voir ce que ça Voilà, donne. C'est l'évolution. l'évolution, justement. On te souhaite de toutes les Aucun façons problème. beaucoup, beaucoup de chance dans ce que tu fais. Moi, vu ta Merci. détermination et le professionnalisme avec lequel tu, 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 euh, tu t'y mets actuellement sur ta Mac, moi, je pense que tu auras forcément, tu as le droit de réaliser ce que tu rêves, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. pour ceux qui sont arrivés jusque-là, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est déjà d'aller vers les différents canaux sociaux des invités pour leur dire que vous avez apprécié l'épisode et soutenir ce qu'ils font. Et aussi de me laisser 5 étoiles, bien entendu, sur iTunes. Ça m'aide beaucoup, beaucoup à faire référencer le podcast, à toucher d'autres personnes. Merci à tout le monde. Aussi, on a une newsletter là où chaque semaine, je vous partage comme ça déjà les épisodes de la semaine sur le podcast Débrouillard et mon autre podcast 10 000 codeurs. Et aussi quelques pépites en termes de lecture. Il faut le savoir, je lis au moins un bouquin par semaine. Et aussi des articles ou des vidéos très intéressantes. Merci à tout le monde. Merci Flora. On se dit à très Merci à toi, Guy. ciao, ciao. Ciao.